Bonjour, ici Jean-Philippe de la Monica, terrien sur Terre avant toute chose, humain, humaniste, naturopathe holistique, voilà, entre autres, apprenti permaculteur, etc. Aujourd'hui, petite vidéo, on est le 19 décembre 2021 sur la vie, sur protéger la vie, gardien du vivant. C'est parti. Alors pour faire cette vidéo, je m'inspire de la nature. Vous êtes nombreux et nombreuses à peut-être m'avoir eu en cours de gémothérapie à travers le laboratoire pour qui j'ai bossé pendant 10 ans, où j'étais formateur. Peut-être dans l'école de naturopathie où je donne des cours de gémothérapie, et puis peut-être sur des cours que j'ai déjà donnés là, dans mon écocentre, dans le Lot, où on va cueillir les bourgeons, on va reconnaître les plantes, etc. Qu'est-ce que nous enseigne la gémothérapie sur la vie? Énormément de choses. Là, on va faire focus sur les bourgeons. Le bourgeon est la partie la plus protégée de l'arbre. Un bourgeon n'est jamais malade. Okay, le bourgeon, c'est quoi pour l'arbre? C'est son futur, c'est sa survie, c'est son devenir. Le bourgeon va donner une feuille, une fleur, ou une fleur, une feuille, et un fruit. Et ce fruit, c'est quoi? C'est semblable à un ovule, à des spermatozoïdes. C'est ce qui va permettre à cet arbre de faire des petits et de se reproduire. Les abeilles s'y sont pas trompées. La propolis des abeilles, qui est antibiotique, antivirale, antimycosique, nous vient des bourgeons. C'est-à-dire que les abeilles vont butiner sur un certain type de bourgeon pour prendre, on peut dire, une forme de résine qui est dessus, remplie de polyphénol, d'antioxydants, etc. Et ça va donner la propolis. Alors, la réflexion qu'on peut quand on observe la nature, comme moi depuis plusieurs années, on peut se rendre compte qu'il y a un véritable schéma directeur, qu'il y a une véritable intelligence de la nature. On peut parler de véritable loi du vivant qui s'applique à l'ensemble du monde naturel, mais qui ont aussi un sens pour nous, êtres humains. Et ça peut être une source j'ai envie de dire, d'inspiration, de connaissance, et peut-être même une certaine forme de guidance. L'un des grands principes dans le monde du vivant, quelles que soient les espèces dans le monde végétal, dans le monde animal, et en théorie, ça devrait être le cas aussi chez les humains, il semblerait qu'on soit tellement éloigné de ces lois de la naturelle, de ces lois du vivant, qu'on ait tendance, malheureusement, en tout cas pour certains, aujourd'hui, à faire l'inverse, mais ça, c'est leur problème. Ils en paieront le prix. Car les lois du vivant sont, comment dire, j'allais dire pas impénétrables, mais implacables. Et on peut transgresser un certain nombre de lois, mais il y a une forme, je dirais, de justice, si vous voulez, dans la vie et dans la nature. Donc, pour beaucoup de choses, moi, je m'en remets aux lois de la vie. Donc, le bourgeon est donc hyper protégé, ça, ok. Et donc, chez toutes les espèces animales, on va avoir comme ça une protection des petits. Si on prend les éléphants, vous allez avoir les petits bébés éléphants, les éléphantaux, qui vont être au milieu du troupeau d'éléphants, qui sont protégés. Et on retrouve ce mécanisme dans bon nombre d'espèces. Si maintenant, on fait le parallèle avec nous, êtres humains, et qu'on observe comment nous sommes faits, on a d'un côté la femme avec les ovaires qui sont extrêmement bien protégés, qui sont à l'intérieur du corps, et les testicules qui sont à l'extérieur. Une femme, biologiquement, est plus résistante qu'un homme. L'homme a la force musculaire, la femme va avoir une force biologique, une capacité, je dirais, une énergie vitale, si vous voulez, qui est plus tournée vers l'intérieur. Donc, bien sûr, sur cette chaîne, il y a beaucoup de naturopathes, donc je ne reviens pas sur la notion d'énergie vitale. S'il y a des mots, s'il y a des concepts qui te sont étrangers parce que tu découvres ma chaîne et que tu n'es peut-être pas naturopathe ou tu es très loin de tout ça, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. Je ferai en sorte de te répondre le plus clairement possible. Donc, on a les gonades, les ovaires qui sont très protégés, les testicules qui sont un peu moins protégés. Et ce qu'on peut observer depuis près de 50 ans chez l'homme, c'est une diminution de la spermatogénèse. C'est-à-dire que la quantité, la qualité du sperme de l'homme diminue. Ça, c'est objectivé, c'est scientifiquement prouvé. Parce que c'est important de prouver les choses de nos jours. Il faut faire des études pour prouver ça, c'est important. Ouais. C'est ironique, bien sûr. Donc, on a la spermatogénèse qui diminue, et puis on a aussi de plus en plus de femmes qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Et tout ça, c'est masqué par la technologie médicale. Dans les années 80, on parlait de
fécondation in vitro, après on a parlé, je crois, de FIV, et maintenant on parle de procréation médicalement assistée. Vous voyez. Ça cache quoi derrière? Ça cache une stérilisation lente, constante, mais progressive de l'espèce humaine, ni plus ni moins. C'est-à-dire que notre mode de vie moderne antinaturel crée en fait la fuite de la vie. C'est comme si la vie avait commencé à se retirer du monde des humains. Et regarder en ville, c'est ce qui se passe. Il y a de moins en moins de vie. Et regardez depuis 3 ans, qu'est-ce qu'on vit? Ben, il y a de moins en moins de vie non plus. Donc, si vous voulez, il y a un mécanisme de fond qui est là, qui est que la vie se retire progressivement du monde moderne humain. Pourquoi? Parce que tout simplement, on vit trop éloigné de ces lois du vivant. Et la naturopathie, à la base, c'est l'étude, la compréhension, le respect et l'application et l'enseignement, la transmission de ces lois du vivant. D'un point de vue biologique, la femme est plus précieuse que l'homme, car porteur de l'avenir de l'humanité. L'avenir de l'humanité, si tu es une femme, eh ben, est entre tes mains, j'ai envie de dire, et dans ton ventre et dans ta conscience. C'est ce qu'on appelle le pouvoir formateur de la femme. La femme est véritablement l'avenir de l'humanité. Et d'ailleurs, c'est une réflexion que je me suis faite, je m'interroge sur le fait que dans les sociétés matriarcales, c'était des sociétés qui, je suppose, étaient beaucoup plus respectueuses de la vie. Parce que la femme respecte la vie. C'est pas la femme qui va faire la guerre, c'est pas la femme qui invente la bombe atomique, la fameuse chanson de Renaud, hein, Miss Maggie. Mais on pourrait aujourd'hui parler de Miss Merkel, Miss Lagarde, toutes les Miss là, qui veulent se présenter aux élections. On peut transposer la chanson de Renaud, de Miss Maggie, à toutes ces femmes de pouvoir qui, quelque part, pour moi, ne sont plus des femmes avec un grand F, oui, sur la notion du féminin sacré. Et je me dis, en fait, on vit toujours dans un monde qui est une société patriarcale. On a l'impression qu'on c'est moins patriarcal qu'avant. Simplement, ça s'est déplacé. C'est dans les conseils d'administration, c'est dans la finance, c'est dans les prises de décision où, en fait, c'est une approche très guerrière. Hein. Voilà, ça, c'était la petite réflexion par rapport à une de nos problématiques sociétales, c'est qu'une société patriarcale est déconnectée de la vie. C'est pas les femmes qui vont faire les pires atrocités. Euh, Ce sont les hommes. La femme a cet instinct, cet instinct vital, parce que les femmes portent en elles la vie. Une femme qui a eu un enfant porte quelque chose en elle de particulier que nous, les hommes, on n'a pas. Hein. Voilà, donc le sujet central, c'est vraiment que dans la nature, tout est fait pour protéger la vie et protéger la descendance et le futur. À notre niveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire protéger euh, la femme, protéger ses ovaires. Donc là, on a une aberration qui est la pilule, c'est-à-dire que la pilule, je me suis penché sur ce sujet, on peut dire la technologie hein, qui a été choisie, les molécules qui ont été choisies sont les pires. Il y avait plusieurs options, et il y avait une option qui a été mise de côté, qui commence à ressortir, c'est le slip chauffant. Il faut savoir que chez les Mayas et les Incas, la contraception était, je dirais, le job des hommes. Donc, tout simplement, ils mettaient une petite cordelette autour des testicules pour les rentrer, parce que les testicules, ce sont des ovaires biologiquement qui sont descendus, qui sont sortis du corps, mais qui peuvent être rentrés. Quand vous prenez un grand coup de pied dans les parties, ça fait extrêmement mal, vous avez les testicules qui remontent. Et dans certains sports de combat, on apprend à remonter ces testicules comme ça. Voilà, pour les protéger. Donc, il y a un savoir-faire, bien sûr. Hein. Et pourquoi les remonter? Pourquoi les rentrer dans le corps? Pourquoi les réchauffer? Parce que la spermatogenèse, c'est-à-dire le développement des spermatozoïdes, s'effectue ou s'inhibe avec la chaleur. C'est-à-dire qu'au-dessus d'une certaine chaleur, la spermatogénèse s'inhibe. Alors, sans aller, bien sûr, rentrer nos testicules, parce que c'est un savoir-faire qu'on n'a plus, on pourrait très bien imaginer des slips chauffants, et je sais que ça existe. Je crois qu'il y a un médecin du côté de Toulouse qui a mis ça au point, et développé comme ça une technologie où bah, tu veux pas d'enfant, tu mets ton slip chauffant pendant 3 semaines, je crois qu'il faut 3 semaines pour inhiber la spermatogénèse, et après on est tranquille pendant un certain temps. Ce que je veux dire par là, les métaphores, c'est que là, qu'est-ce qu'on a fait?
Symboliquement, la femme correspond à la terre qui reçoit les graines du jardinier. On a déresponsabilisé le jardinier en lui disant « T'inquiète, tu vas pouvoir semer tes graines où tu veux, n'importe comment, sans te poser de questions, parce qu'on va stériliser la terre. » Et vous voyez l'analogie? On a un processus de stérilisation du vivant. C'est-à-dire que la terre, c'est notre matrice de vie, c'est ce qui nous nourrit. La femme, c'est ce qui permet de créer des êtres humains, de former des êtres humains. C'est la matrice. La femme est matricielle. Mais c'est au jardinier de faire attention à ce qu'il plante. Moi, je fais mon potager, je fais de la permaculture. Je réfléchis à où c'est que je mets mes graines, qu'est-ce que je mets à tel endroit, etc. On ne peut pas demander, c'est pas la terre, en fait, vous voyez, c'est comme si on bétonnait en fait toute la terre parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait rien qui pousse. Vous voyez, c'est complètement aberrant, en fait, ce que j'essaie de vous dire comme raisonnement. Et c'est complètement irrespectueux de la femme. Et derrière, il y a un processus. Il y a un processus qui est bien plus grand. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a une logique, en fait, derrière tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer dans notre société dite moderne, scientifique, avec ses grands progrès? Attention, que ce soit très clair, je ne suis pas contre le matérialisme, parce que c'est que dans beaucoup de vidéos, je parle de ça. Le matérialisme nous a apporté énormément de bienfaits. Ce qui est gênant, c'est le matérialisme sans spiritualité. C'est qu'on devrait, à mon sens, arriver à un équilibre. Je ne vais pas renier tous les progrès techniques, tous les progrès matériels qui ont été faits. Il y a certains progrès qui sont vraiment magnifiques. Mais c'est les excès. C'est de se dire, voilà, le progrès, on n'arrête pas le progrès, par exemple. Ben, si, à un moment donné, il faut peut-être se dire stop. Parce qu'en fait, ça nous mène à notre perte. Et puis, il y a aussi un droit d'inventaire à faire. Ça fait 300 ans qu'on est sur ce logiciel. On a complètement désacralisé tout ce qu'on pouvait. Où ça nous mène? Et ce qu'on vit actuellement, quand même, à un moment donné, je suis surpris du manque de réflexion, qu'il n'y ait pas plus de débat sur ce sujet, parce qu'on est sur un problème de fond qui est l'orientation de notre civilisation, de notre société, où tout a été basé sur le matérialisme. Sauf qu'on voit bien que ça ne suffit pas. Et peut-être qu'il y aurait une forme de réconciliation avec l'approche spirituelle, et peut-être que les spiritualistes auraient aussi une certaine forme de sagesse, de dire là, non, c'est pas une bonne idée, etc. Bien sûr, c'est utopique, ce dont je te parle là, mais voilà, j'avais envie de le dire. Donc, non content de s'attaquer aux femmes avec la pilule et de les rendre stériles, eh bien, en fait, aujourd'hui, maintenant, on s'attaque aux enfants. Voilà. On s'attaque aux enfants dès leur naissance, en leur injectant des substances chimiques, mais on s'attaque aussi aux enfants avant même qu'ils naissent. Vous savez que, enfin, peu de gens le savent, mais quand on fait une péridurale, l'enfant reçoit aussi une substance. Alors, je ne suis pas contre la péridurale. Je dis que la systématisation de la péridurale sans préparer l'accouchement, sans avoir une démarche globale, est dommage. Dans certains cas, c'est nécessaire, mais le fait que ça devienne une norme, vous voyez, ce qui me gêne, c'est quand ces choses-là deviennent une norme. Et là, ce à quoi on assiste, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une médicalisation de nos vies, avec une attaque sur les enfants. Où, en fait, on est en train de jouer à l'apprenti sorcier, mais on joue à l'apprenti sorcier depuis très longtemps. Ce qui est fou, c'est qu'on a quand même détruit pratiquement tous les écosystèmes. On a réussi, quand je dis on, d'accord, c'est ce mode de pensée dominant. On nous parle de l'écologie, la COP21, etc. Tout ça, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise parce qu'il n'y a pas de réflexion de fond sur, OK, c'est-à-dire que normalement, au point où on en est, là, avec gérer l'impact, maintenant, on a quand même du recul, on a sur le coup des études scientifiques, on a des lanceurs d'alerte, on a des personnes qui nous parlent, qui nous disent, mais on va dans le mur. Et au lieu d'en tirer les conclusions, d'avoir une réflexion, on continue à aller plus loin en s'éloignant encore plus des lois de la vie. Alors, forcément, une civilisation qui s'acharne à détruire la vie avec une telle ferveur ne peut que creuser sa tombe et mourir. Il est même souhaitable que ça s'arrête. C'est qu'on est en train d'assister à une forme de suicide collectif dont la peur, le scientisme sont le moteur. En fait, pour moi, derrière, sur le fond, c'est une problématique d'ordre existentiel. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise compréhension, un mauvais positionnement face à la vie, et qu'en fait, on a tellement peur de la mort qu'on finit par ne plus vivre et à tuer la vie.
Vous voyez, c'est un petit peu ça, ma réflexion. Alors, c'est un sujet qui est vaste, hein, qu'on pourrait pousser, mais c'est une forme de suicide collectif dont les racines sont très profondes et multiples, bien sûr, hein. Mais à la base, c'est une méconnaissance des lois du vivant, une méconnaissance de ce qu'est la vie, et aussi une méconnaissance de l'acceptation de la vie et donc de la mort. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va tous mourir, hein. Plus ou moins tard, on ne sait pas encore de quelle manière, mais voilà, on n'est pas éternel, hein. Et cette négation du vivant, à mon sens, en fait, c'est comme si, oui, on cherchait à devenir éternel. C'est tout le mouvement du transhumanisme, hein, qui essaie de corriger cette erreur de la création, que l'on soit mortel. Mais ça a peut-être du sens aussi. Peut-être que la mort n'est pas ce que nous croyons que ce soit. Après tout, on ne sait pas. Peut-être qu'en fait, on a peur d'un truc. Attention, je dis pas qu'il faut mourir, hein, d'accord? Il ne faudrait pas qu'après on me dise ouais, non. Mais je dis que c'est troublant, tu vois, quand tu vois dans certains pays qu'on appelle sous-développés l'acceptation qu'ils ont de la mort, le rapport à la vie. Ils ont énormément, ces gens-là ont énormément, ces humains sont toujours connectés à la vie, ont énormément de choses à nous apprendre. Et là, on est en train de basculer dans notre société occidentale dans une véritable schizophrénie. C'est un truc de malade, c'est-à-dire que ce que nous vivons n'est pas normal. Et ce qui est dingue, c'est que des gens comme toi, comme moi, si t'es toujours là, on est à je sais pas combien de minutes d'enregistrement là, si t'es toujours là, c'est forcément, c'est que ça rentre en écho. On a la tête à l'endroit, on est dans le bon sens quelque part. Sauf que dans une société de non-sens, être dans le sens de la vie, tu peux te sentir très seul, tu peux te sentir exclu, tu peux te sentir paria. Et c'est là où il va être important de développer sa force intérieure. Parce que Gandhi disait, ce n'est pas parce que l'erreur se répand qu'elle devient vérité. Donc, c'est pas parce qu'on est dans un monde de fous où tout est inversé que ceux et celles qui cherchent à écouter les lois du vivant, écouter la vie, la respecter, sont dans le faux. OK? Donc, si c'est dur pour toi, eh ben, dis-toi que ouais, c'est comme ça, mais et qu'il est plus important d'agir pour plutôt que de lutter contre. C'est que là, on est face à quelque chose, ça va être très dur de lutter contre. Donc, il va falloir agir pour la vie dans son quotidien. Ça passe bien sûr par notre hygiène de vie, mais c'est un ensemble de choses, essayer de se reconnecter aux choses simples de la vie, peut-être revenir à un mode de vie aussi plus simple et plus proche de la nature. Parce que je pense que dans la nature se trouvent des solutions. Et puis se repositionner, on va avoir besoin de se repositionner. Les choses qui avant nous nourrissaient, ben, on va devoir trouver une autre forme de nourriture. Peut-être plus simple, peut-être plus authentique, plus profonde aussi. Voilà, donc ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que j'ai envie de te dire, parce que là je vais te tutoyer, selon ce que je dis, je suis dans le vouvoiement, dans le tutoiement. Quand je suis dans le tutoiement, c'est voilà, parce que je te parle à toi, tu vois, qui est derrière la caméra, là, qui me regarde sur YouTube. C'est quand on est au pied du mur, qu'on n'a jamais été aussi près de le dépasser. Que ce mur, il a toujours été là, en fait, sur ton chemin de vie. Il t'attendait. Et que si tu es au pied du mur aujourd'hui dans ta vie, c'est que tu as cheminé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Avant, tu étais très, très loin de ce mur. Tu vois, tu étais à des kilomètres, à des années-lumière. Et là, si dans ta vie, tu te sens au pied du mur, eh ben, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu es sur le point de le dépasser. Alors, il y a plusieurs façons, hein. Tu peux peut-être le contourner, tu peux peut-être creuser en dessous. Mais sur le fond, en fait, ce mur, c'est que c'est une illusion, en réalité. C'est le mur de nos peurs, de nos doutes. Et quelque part, c'est un acte de foi. J'aime beaucoup reprendre cette image des cathares qui allaient en chantant leur foi au bûcher. J'aime beaucoup reprendre l'image des premiers chrétiens qui priaient et chantaient en allant se faire dévorer par les lions. Alors, sûrement que c'était pas tous, d'accord? Pour ça veut dire quoi? C'est que c'est un acte de foi. La vie est un acte de foi. Et quand tu es face au mur, l'acte de foi, c'est de te dire que ce mur, en fait, tu vas le traverser. Et que derrière, il y aura quelque chose de mieux. Collectivement, nous nous trouvons au pied du mur. Et même pour certains et certaines, vous pouvez vous retrouver entre quatre murs, symboliquement, hein. Pour l'instant. Ouais, c'est pas si drôle que ça.
Souvent, quand je me marre, c'est plus nerveux qu'autre chose, hein. C'est ironique et voilà, c'est ma manière d'exprimer un certain stress. La vision que j'ai, c'est que l'humanité est en train d'accoucher d'elle-même, hein, mais du verbe aimer. Et que là, on est, si vous voulez, dans à la fois une crise d'adolescence, la fin d'un cycle et le commencement d'une nouvelle humanité. Et il y a deux projets qui se dessinent, en fait. Il y a d'un côté un projet ou d'une humanité qui se tourne vers la spiritualité, la vie intérieure, la décroissance, Maja Rabi, la reconnexion au monde de la nature, une humanité qui a compris que le bonheur ne dépendait pas du matérialisme, qu'on avait besoin, ok, d'un toit, d'un certain confort aussi, ok, mais que ça suffisait pas à combler ce vide intérieur qu'on pouvait ressentir, et que dans les forces de la nature, que dans le contact de la nature, il y avait quelque chose. Par exemple, ce soir, bon, j'ai passé l'après-midi à pailler mes planches de culture. Et puis, il y avait actuellement, là, c'est la pleine lune, hein, ce soir, mais un ciel bleu magnifique, avec d'un côté le coucher de soleil, la lune qui se levait de l'autre côté. C'est un véritable tableau, oui, c'est un tableau vivant. Et quand on vit en pleine nature, eh ben, on le voit, ce tableau vivant. Et je vous assure que ça vous nourrit d'une manière différente. C'est que mère et nature nous nourrit en permanence, j'ai envie de dire, de son amour. Et en fait, toute la nature exprime quelque chose et nous nourrit. Et quand on sait l'écouter, c'est une nourriture subtile, hein, mais qui nous remplit l'intérieur, qui est, et je crois, voilà. Donc il y a cette humanité qui va dans cette direction-là, et l'autre qui, consciemment ou inconscient, va suivre le mouvement du transhumanisme et qui considère que l'évolution de l'humanité passe par l'ajout de technologies dans son corps, que la projection de la conscience dans un univers numérique artificiel, c'est une évolution, etc., etc. Vous avez plein de films qui en parlent, hein, d'anticipation ou de programmation. Ça dépend comment on voit les choses. Alors, moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Je fais un gros effort pour faire une chaîne YouTube, pour parler derrière une caméra, parce que là, en fait, je parle tout seul devant une petite boîte, tu vois. Et je fais ça parce que j'ai des retours sur ma chaîne YouTube, j'ai des témoignages de personnes qui me disent merci, voilà, ça me fait du bien, hein, ce que tu dis, ça me parle, etc. Donc je le fais pour vous, parce que je me dis, bah, je suis poussé par ça, voilà. Mais spontanément, c'est pas quelque chose que j'aurais tendance à faire, en fait, hein. Ça, faut savoir que ça m'a demandé un gros effort de faire cette démarche. Voilà, c'est dit. Et donc, pour revenir ouais, à ce que ces deux humanités, moi, la seule chose que je demande, c'est en fait, c'est qu'on nous laisse le choix de ceux qui ont choisi de ne pas être injectés, de vivre différemment, juste de vivre simplement. En plus, on ne demande pas grand-chose. Et moi, ici, j'habite dans le Lot, mais il y a plein de gens qui demandent juste une petite vie simple, tu vois. Le nombre de personnes que je croise qui me disent voilà, qui cherchent un terrain pour poser une yourte, monter une petite cabane, faire un petit potager, élever trois poules, et vivre, qui sont plus dans la société de consommation, qui s'en foutent d'avoir une grosse voiture. Il n'y a qu'à voir le parc automobile qu'on a dans le Lot. Voilà, on voit que des vieilles caisses qui ont presque plus de 20 ans, quoi. Pratiquement. Moi, ce que je demande, c'est à l'univers, c'est voilà, aidez-nous, parce que je pense qu'on n'est pas seul dans l'univers, et juste nous laisser vivre comme des humains sur Terre. Et puis les autres qui ont choisi, qui ont envie de vivre autre chose, se transhumaniser, avoir des puces neuronales pour aller dans le métavers hein, de demain, etc. Ok, c'est votre choix. Moi, je cherche même pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Faites votre vie, faites vos choix. Mais laissez-nous, en notre âme et conscience, choisir de vivre comme nous l'entendons. Ça, vous ne pouvez pas nous l'imposer. Il n'y a aucun gouvernement, aucune autorité humaine qui peut nous dire ben non, tu dois vivre de telle manière, etc. Ben non. En plus, ce sont des modes de vie qui sont écologiques, qui sont décroissants, qui sont empreintes carbone neutre. Donc en fait, les gars, on vous aide. Hein. On aide la planète hein, avec le carbone. En plus, on recrée des écosystèmes. Alors, on préserve la vie, on est des gardiens du vivant. Ce que je revendique, c'est de pouvoir être un gardien du vivant en toute simplicité, sur mes petits 3 hectares, voilà, et puis je fais mon petit truc.
je fais ma permaculture, je recrée des biotopes et on me laisse tranquille. Et puis que tous ceux et celles qui ont envie de faire ça, ils puissent le faire aussi. Ouais. L'humanité est en train d'accoucher d'elle-même. Il est possible que cet accouchement voit l'arrivée de deux jumeaux. C'est-à-dire que l'humanité se scinde en deux, comme je te l'ai dit. Il est possible, c'est ce que disent certains et certaines. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour ceux et celles qui sont conscients, en tout cas qui sont conscients, c'est très prétentieux de dire ça, qui ont fait le choix d'eux, à mon sens, le mode de vie, mais ça n'engage que moi, le mode de vie en ville n'est plus compatible. C'est que à quel moment tu mets la limite où tu te dis c'est plus possible. Il y a plein de gens qui passent le pas d'aller s'installer au vert, de changer de vie, de passer en décroissance, etc. Et je crois que plus on sera nombreux, je dirais, à essayer de vivre de manière différente, de sortir des villes, de se désintoxiquer aussi de cette société moderne, et bien plus on pourra créer, je ne vais pas dire une contre-société, parce que ce n'est pas contre en opposition, mais des micro-sociétés qui ne sont ni plus ni moins que ce qui se passait avant dans nos campagnes, il y a 300, 400 ans. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de te partager ces réflexions. À la fois une critique de notre société moderne, d'une société qui met l'avenir, une société qui est en train de se suicider, voilà, pour faire court, hein. D'accord. Donc ça me paraît évident et qui va dans le mur. Et à la fois l'émergence de gardiens du vivant, d'hommes et de femmes qui choisissent de vivre de manière humaine. Vous avez ce livre hein, d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Hein. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le lire. Où, en fait, c'est un monde futuriste où il y a donc c'est un monde où les hommes et les femmes sont drogués. Voilà, c'est un mode de vie complètement déjanté, mais on y va d'une certaine manière, où les êtres humains naissent dans des matrices artificielles. Donc, en fait, la femme n'est plus contrainte d'accoucher, n'est plus contrainte de cette chose horrible qui est la grossesse et la gestation, et je le dis de manière ironique. Et il y a en fait, donc les humains naissent en fait modifiés génétiquement, en fait ils sont programmés pour répondre à certains besoins en fait dans la société. Et puis il y a des endroits où il y a des réserves, un peu comme des réserves d'Indiens, où il y a des humains qui ont continué à vivre de manière, on peut dire, terrienne. Et donc, les humains transhumanisés, je viens de voir un peu, comme on irait au zoo, observer ces humains qui vivent de manière traditionnelle, et puis alors, ils leur jettent des pierres, etc. Bref. Voilà, donc peut-être que Le meilleur des mondes, 1984, de George Orwell, c'est 1984. Aldous Huxley, c'est Le meilleur des mondes. Peut-être que ces livres sont un peu prophétiques. Mais il y a aussi un autre champ du possible, hein, et parce que le futur n'est jamais figé. Donc ça dépend aussi de comment on se positionne, de ce qu'on en fait. Voilà, ben écoute, je te remercie pour ton écoute. Tu sais comment marche YouTube, hein, donc si ça t'a plu, ben mets un petit pouce bleu. Voilà. Si tu mets un commentaire, ça permet d'augmenter les référencements de la vidéo. Partage-le à ton entourage si ça parle. Tu peux aussi t'abonner, voilà. Et en fait, tout ça, ça joue sur l'algorithme de YouTube pour que on trouve plus facilement cette vidéo sur la notion voilà, de gardien du vivant, de cette réflexion. Je te souhaite une belle journée, une bonne nuit si tu écoutes ce soir, hein, et le cœur en paix, même si c'est pas évident depuis quelques jours. Là. Moi, je me suis réveillé samedi matin, je te dis franchement, après l'annonce de Castagnette, là, le petit truc là qui nous a fait, bref, son petit discours vendredi soir, j'avais l'impression d'avoir une gueule de bois sans avoir rien bu, quoi. Donc ouais, ça va se produire, ça va se reproduire, ça, hein, bien sûr. Mais derrière ça, c'est la prise de recul. Prise de recul, analyse, connexion intérieure et détermination et choix. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment, pour ceux et celles qui sont conscients, qui disent non, que vous vous bougiez pour, dans vos vies, quitter les villes.
Ça me paraît tellement évident. Et en plus, tu sais quoi? Vivre à la campagne, c'est vraiment top. C'est ça qui est fou, quoi. Quand j'y repense, je me dis, mais j'étais bête. J'aurais dû faire ça depuis très longtemps. C'est ça qui est dingue. Ouais. Allez, je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt.